Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis au SCBA à Bordeaux, dans l'équipe ingénierie et spécialisée dans le domaine de la façade vitrée, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure. Et donc l'objet du webinaire d'aujourd'hui, avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté et du Codifab, c'est d'aborder les thématiques durabilité et finition des fenêtres bois. Euh, Déjà l'année dernière, à la même époque, au printemps, on avait réalisé trois webinaires. Ces thématiques avaient été abordées. Bon, bah, c'est tout l'avantage de faire des webinaires, c'est que ça permet aux gens qui n'ont pas vu le webinaire précédent de voir celui-ci. Il y a des nouveautés, il y a quelques nouveautés, mais voilà, dans les grandes lignes, ce sont des éléments génériques que je vais vous présenter aujourd'hui. On va faire un petit contexte marché, on va évoquer la durabilité, ensuite les performances des systèmes de finition. Je vais vous indiquer où est-ce que vous pouvez avoir pas mal d'informations publiques. Et puis après, on abordera, comme l'a dit Stéphane, les questions-réponses. Donc au niveau du contexte, aujourd'hui, au niveau les attentes pour l'utilisation du bois en extérieur, hein, vous avez en bleu, on va dire, les fonctions apportées par la finition et en vert, les fonctions apportées par la durabilité du bois. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'opérations de grands chantiers de construction où le bois est demandé, où le bois est prescrit, que ce soit en construction bois ou même au niveau de, on va dire, de parements extérieurs, des menuiseries. Donc, on sent vraiment avec la RE 2020 un engouement vers le bois. Et si on arrivait à produire plus de fenêtres aujourd'hui bois, eh ben on les vendrait. Donc les éléments au niveau de la finition, bah ça apporte l'esthétique, ça apporte de la stabilité dimensionnelle au support. Bien sûr, on va chercher à avoir des finitions qui permettent d'avoir des entretiens de plus en plus espacés. Et puis, on demande à avoir une finition, une bonne stabilité de la couleur et du rendu. Au niveau de la durabilité du bois, ben, c'est les aspects donc résistance biologique du bois, matériau vivant qui peut effectivement être altéré par des insectes ou par les champignons et donc mettre en place des dispositions qui fait que le bois sera suffisamment résistant à ces agents biologiques. Avoir un faible impact environnemental, vous savez très bien que la RE 2020 porte le bois, puisque avec l'indicateur impact équivalent CO2, d'émissions de CO2, le bois est le matériau le mieux positionné vis-à-vis des autres matériaux tels que PVC ou alu. C'est la fenêtre bois, c'est celle qui a le moins d'impact carbone. Et puis, bien sûr, il faut avoir une durée de vie de référence. Donc, c'est 30 ans pour les fenêtres. Quels que soient les matériaux, il faut que la fenêtre, elle tienne 30 ans. Et puis, nous, l'enjeu, effectivement, pour le bois, c'est la réduction des biocides, à la fois par l'utilisation d'essences de bois durables, mais aussi par d'autres éléments qu'on va aborder, notamment au niveau conception. Un petit état des lieux. Alors, la dernière étude de marché, elle est de 2019. On va bientôt en voir une nouvelle, hein, puisque le Codifab va recevoir et va pouvoir publier l'été 2022 une nouvelle étude de marché qui aura été réalisée sur 2021, hein, auprès de la majorité, la grande majorité des fabricants de fenêtres bois, hein, à l'initiative des trois organisations professionnelles, l'UFME, l'UMB, la CAPEB. Donc, on s'attend à avoir, on va dire, euh, des meilleurs indicateurs encore plus élevés que ceux que l'on avait en 2019, où on était à 8-9% de part de marché en bois, 2% en bois alu. On s'attend à avoir quelque chose en mieux, en quantité également, puisque vous savez qu'en 2021, on a été proche de 11 millions de fenêtres, tout matériaux commercialisés. Ça a été une grosse année 2021. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est surtout que
le prix moyen, le prix moyen de vente des fenêtres bois est en constante progression. Donc, on est de plus en plus sur une fenêtre à forte valeur ajoutée. Voilà. Et qu'on est sur une production qui reste régionale, artisanale, locale. On a effectivement un tissu industriel, mais on a des PME, on a des TPE, on a des petits artisans qui font de l'agencement, qui font des fenêtres, qui font des escaliers et qui continuent à produire quelques fenêtres. Donc, on a quand même un tissu de fabricants de fenêtres bois très large. Au contraire de la fenêtre bois alu, où on a quand même une production des fenêtres bois alu qui est aux trois quarts réalisée par deux grosses entreprises en France, qui vont en plus amplifier leurs investissements prochainement, et donc qui vont porter le marché de la fenêtre bois alu, qui se porte bien et qui est également avec un prix de marché en constante progression. Au niveau des finitions, voilà, on a toujours la satisfaction de pouvoir dire qu'effectivement la tendance est inversée, qu'elle continue à croître entre les finitions complètes et les finitions à finir sur chantier, puisque maintenant, aujourd'hui, on doit être à au moins les trois quarts des fenêtres bois commercialisées qui doivent être avec une finition complète réalisée en usine. Et puis une répartition par coloris avec le blanc effectivement qui est, on va dire, majoritaire, le transparent qui représente un tiers, et puis la montée en puissance, on va dire, des couleurs et puis de la bicoloration auquel le bois apporte tout, la fenêtre bois apporte tous ces avantages au niveau de ces esthétismes différents qu'on peut appliquer. Au niveau des essences de bois, alors c'est une problématique aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est surtout la problématique, c'est pas d'identifier les bois qui sont aptes pour la menuiserie, c'est plutôt de les avoir chez vous, de pouvoir vous approvisionner, parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a une forte pression sur le résineux. On est en quasi-pénurie sur certaines essences type mélèze et pin sylvestre, où les prix ont fortement augmenté. Bon, c'est essentiellement de l'import d'Europe centrale, donc ça se comprend avec le contexte actuel. C'est pas simple. Au niveau des tropicaux, les tropicaux d'Afrique, les prix augmentent parce que c'est le contexte qui fait ça, avec pas beaucoup plus de disponibilité. Et aujourd'hui, au niveau du chêne également, on sait qu'au niveau des sillages français, le chêne est plus avec une provenance locale. Euh, on est, euh, on est avec des disponibilités qui restent limitées. Donc effectivement, même si on a un panel d'essence qui est très très large, aujourd'hui, il faut savoir faire des gammes avec différentes essences de bois pour avoir cette flexibilité au niveau des appros, le plus de flexibilité possible. Allez, on va faire un petit focus donc sur la durabilité des bois pour un usage en fenêtre. Et donc, c'est toujours le triptyque, hein. Je commence toujours par ce triptyque-là, c'est-à-dire l'identification de ce qu'on appelle la classe d'emploi, c'est-à-dire les conditions d'humidification des éléments en bois. Est-ce que le bois va être soumis à beaucoup d'humidification ou à peu d'humidification? Vous savez que c'est directement lié, l'humidification est directement liée, bon, effectivement, à l'effet de gonflement du bois, variation dimensionnelle du bois, mais aussi s'il y a humidification, il y a développement possible de champignons. C'est au-delà de 20% d'humidité, 25% d'humidité. Donc, en fait, il faut avoir des bois qui restent inférieurs à 18% pour limiter les attaques possibles d'agents fongiques, de champignons. Donc ça, c'est vraiment les conditions d'humidification. On va revenir un peu plus là-dessus. Et il y a aussi la durabilité du bois. Chaque essence de bois a sa fiche
a sa propre caractéristique de durabilité et soit il est suffisamment durable et c'est très bien pour l'usage, soit il n'est pas suffisamment durable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, mais qu'il va falloir peut-être lui conférer un traitement de préservation, un traitement de surface. Et puis, on attend une longévité. Ce n'est pas la même chose d'utiliser un bois pour 1 an que pour l'utiliser pour 30 ans. Pour les fenêtres, c'est ce que je vous ai dit. On s'attend à ce que le bois y tienne 30 ans. Donc, pour déterminer la classe d'emploi, il y a différents paramètres, hein. J'ai mis la fenêtre au milieu et puis tout autour gravitent les différents éléments qui peuvent influencer sur la classe d'emploi. Donc, il y a effectivement des éléments qui sont directement liés, on va dire, à l'ouvrage dans lequel va être posée la fenêtre. Il y a le climat, hein. Il y a notamment le climat, les régions sèches, les régions moyennement pluvieuses et puis les régions un peu plus pluvieuses. Vous avez la carte ici en haut à droite où vous avez effectivement en sombre les régions qui sont identifiées comme climat humide, en orange climat modéré et en jaune le climat sec. Donc effectivement, en fonction du niveau de précipitation, la classe d'emploi va être plus ou moins importante. Et puis après, vous avez dans les ouvrages, vous pouvez avoir des orientations de façade plus défavorables que d'autres. Vous pouvez avoir des débords de toiture qui permettent de protéger le bois et les fenêtres des intempéries. Et du coup, on se retrouve en fait à avoir simplement une fenêtre qui est en classe d'emploi 2, c'est-à-dire qui ne va pas voir de l'eau liquide. Voilà. Et du coup, ça permet d'utiliser des bois avec des durabilités plus faibles ou des traitements de préservation moins dosés. Voilà. Et puis après, vous avez également au niveau de la conception de la fenêtre des éléments qui font qu'on peut utiliser le bois le plus approprié au meilleur endroit, hein. Bien sûr, les fenêtres bois alu permettent de protéger les parements extérieurs du bois des intempéries. Donc, du coup, le bois est au maximum classe d'emploi 3.1 en traverse basse, mais globalement, il est même en classe d'emploi 2 pour les fenêtres bois alu. Et puis après, vous avez même dans l'épaisseur du carrelet, vous avez la possibilité d'avoir le pli intérieur qui est en zone non mouillable et qui est donc en zone sèche et qui est donc affecté à une classe d'emploi 2. Et donc, du coup, il sera indiqué dans la prochaine norme euh, de, de spécification de fenêtre, la NFP 23305, qui est en cours de révision, qu'effectivement, on pourra même utiliser de l'aubier sans traitement au niveau de ce pli en zone non mouillable. Voilà. Et puis, dans la finition, effectivement, la qualité et la performance de la finition qui est appliquée sur le bois, c'est indéniable. La finition apporte une protection qui permet effectivement de limiter les échanges et donc la cinétique d'humidification du bois. Bien sûr, ce paramètre-là, il faut le maintenir et donc du coup, il faut avoir un système de finition entretenu par le client. Il faut avoir un système de finition qui tient longtemps et qu'il soit entretenu pour pouvoir préserver et garantir cette durabilité dans le temps. Oui, on a l'habitude aussi de toujours mentionner que la finition, c'est un vrai effet barrière également pour éviter la perte des biocides, hein. Donc, quand vous utilisez par exemple du résineux, de l'aubier, et que vous le traitez et que vous mettez à finir, eh ben, vous avez un risque. Si le client ne remet pas tout de suite sa finition dessus, vous avez un risque que les biocides soit photodégradé ou qu'il y ait une lixiviation des biocides et donc qu'il y ait une perte de durabilité du bois. Donc ça, c'est très important d'aller de plus en plus effectivement sur de la finition complète réalisée en usine. Au niveau des essences de bois,
Donc, bah, vous avez au niveau des fiches Tropics, hein, et puis il y a un guide de conception aussi que vous allez retrouver sur le site du Codifab. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la norme. Vous pouvez très bien aller sur ces espaces publics et vous saurez la compatibilité des essences de bois pour chacune des classes d'emploi. Alors, on parle de plus en plus de résineux, on utilise de plus en plus de résineux, et dans le résineux, eh ben, il y a l'aubier et il y a la partie duramen. La partie aubieuse, c'est la partie périphérique de l'arbre, c'est là où il y a encore les éléments nutritifs. C'est pour ça que l'aubier, il n'est pas durable. Les insectes, ils vont préférer attaquer l'aubier, les champignons également auront plus de facilité puisqu'il y a les sucres d'attaquer l'aubier. Donc, l'aubier n'est pas durable. Par contre, pour les résineux, l'aubier est intéressant parce que souvent, il a une couleur qui est plus appréciée du point de vue esthétique. Et puis, c'est là où il y a le moins de résine, hein. Donc, ben, en fonction de ses qualités, de ses défauts, il faut savoir constituer, on va dire, le meilleur carrelé. Alors, penser que demain, on ne pourra pas avoir d'aubier dans les carrelés, alors, c'est possible pour certaines appros en mélèze, effectivement. En Douglas également, c'est possible. Mais il vaut mieux partir sur le constat qu'aujourd'hui, on a de l'aubier dans les carrelets. Et donc, du coup, il faut soit orienter et demander l'aubier dans les plis qui nous intéressent, au niveau qui sont non mouillables, on va dire, soit si l'aubier est positionné dans des zones mouillables, eh ben, mettre le traitement adapté avec le dosage le plus juste possible, hein. Après, effectivement, on peut aussi travailler sur les traverses basses, les traverses hautes. On sait très bien que les traverses basses sont les plus exposées. Donc, au moins favoriser et peut-être mettre dans les parties basses, pièces d'appui et traverses basses des essences durables, sans aubier, et puis mettre dans les autres sur les autres pièces, des pièces avec de l'aubier moins durable, mais qui permettent de mettre des dosages de traitement inférieurs. Là, c'est un extrait au niveau de chêne et châtaignier, effectivement, où on sait par défaut que le chêne, le duramen de chêne est suffisamment durable pour un emploi en fenêtre. Alors attention, aujourd'hui, dans les appros, il y a de plus en plus d'aubier à purger dans vos appros de chêne, donc soyez attentifs à ça. Voyez avec vos fournisseurs, voyez au niveau de vos ateliers débit également si vous arrivez à purger l'aubier, s'il y a présence d'aubier. Euh, Également, bien identifier que le chêne rouge d'Amérique, hein, où il y a des appros en France, il y a aussi des appros qui viennent de l'extérieur, que ce chêne rouge n'est pas durable et que donc, lui, il faut le traiter, que ce soit duramen et aubier. Au niveau des essences qui sont usuellement purgées d'aubier, ben, on retrouve essentiellement en fait tous les bois d'Afrique, les bois d'Asie, qui sont en fait des bois à gros diamètre sur lesquels en fait dans les scieries là-bas, l'aubier est purgé et c'est le bois de qualité du ramen qui vient pour les appros de menuisier. Donc on a essentiellement effectivement des bois qui sont compatibles naturellement en classe d'emploi 3-2. Vous les connaissez, le bossé, le moabi, le limbali, le lotofa, bon voilà, ce sont le sipo, voilà, ce sont des essences qui sont couramment utilisées. Il y a le sapelli qui avait la spécificité d'être encore limité à une classe d'emploi 3.1 et qui maintenant, via la norme qui va être révisée, va être accepté en classe d'emploi 3.2, tout comme le cosipo. Un petit focus effectivement sur les biocides parce que l'enjeu, c'est quand même d'en mettre de moins en moins. L'enjeu, c'est de mettre de plus en plus des biocides qui ont un faible impact environnemental. Donc aujourd'hui, tous les biocides que vous utilisez dans les produits que vous achetez, ils ont forcément des autorisations de mise sur le marché, donc ils sont forcément conformes à la réglementation, hein, puisque vous utilisez des produits qui sont certifiés CTBP+. Donc dans ce cas-là, c'est vérifié, c'est un prérequis. Ensuite, il faut savoir que cette
réglementation au niveau européen, elle évolue avec des fois des renouvellements ou des restrictions d'usage sur certains biocides. Et en l'occurrence, en ce moment, c'est au niveau du propiconazole, du tébuconazole, qui sont des agents biocides qui sont dans nos produits de traitement de surface, très utilisés en fongicides, hein, où aujourd'hui, effectivement, ces biocides sont candidats à substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à courte échéance, ils vont peut-être être restreints à un usage que professionnel, voire même interdits à commercialisation. Et donc, aujourd'hui, les fabricants, les formulateurs de produits de traitement travaillent en termes de R&D à la sortie de nouveaux agents biocides. Il y a notamment les ammoniums quaternaires, il y a du pimflufène. Donc, il y a déjà des produits de traitement, si ça vous intéresse, qui effectivement ne comportent pas de propiconazole, ne comportent pas de tébuconazole. Et donc, c'est sans doute ce vers quoi il faut aller. Et puis aussi, il faut aller sur des conceptions améliorées, de plus en plus drainantes, qui permettent d'utiliser le bois à sa bonne durabilité sans avoir besoin de biocides. Il y a d'autres traitements aussi alternatifs à la préservation traditionnelle du bois, hein, c'est tout ce qui est traitement thermique, acétylation, furfurilation. Donc, il y a des plateformes qui sont dans différents pays en Europe, en France aussi. Il y a pas mal de plateformes de traitement thermique. Voilà, chaque plateforme, c'est un peu leur recette de cuisine. Euh, et donc, il est important à la fois de regarder les aspects positif parce qu'effectivement, ça apporte généralement de la durabilité, ça apporte de la stabilité en service, mais ça aussi a des contraintes au niveau de la résistance mécanique, au niveau de la compatibilité avec d'autres composants. Et donc, il ne faut pas uniquement se focaliser sur les aspects positifs et il faut également regarder les aspects négatifs, entre guillemets, les inconvénients que ça peut apporter. Et aussi, il faut demander à ces plateformes un niveau de fiabilité. Comme vous, on vous demande de faire des essais AEV à ces plateformes-là. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des systèmes de certification de ces plateformes pour qu'on puisse s'assurer que les matériaux qui sortent de ces plateformes sont vraiment des caractéristiques, on va dire, maîtrisées. Donc, un petit focus, on peut faire un petit focus sur notamment Accoya, hein, qui aujourd'hui commercialement est très développé sur le marché français. C'est un procédé qui est notamment sous certification au niveau de sa plateforme de traitement par le FCBA. Donc, ça veut dire que ses caractéristiques en termes de stabilité en service, en termes de durabilité, sont surveillées et sont maîtrisées. Et ensuite, on a même fait des dossiers techniques d'aptitude à l'usage pour différents usages, platelage, fenêtre, bardage. Et en fenêtre, vous pouvez, via le lien là, qui est sur le slide, avoir accès aux éléments qui vous permettraient de faire une fenêtre en Accoya, Accoya massif ou Accoya, un pli Accoya et deux plis dans une essence courante. Autre petit focus sur le traitement haute température, THT. Il y a beaucoup de traitements haute température différents. Les plateformes peuvent traiter à différents niveaux de température. Plus on traite fort en température, plus on peut altérer la résistance mécanique du bois. Donc, en fonction de l'usage des lames de bois que l'on va traiter, plus on veut obtenir ne pas perdre en tout cas une résistance mécanique, plus il faut quand même utiliser un traitement haute température, on va dire, pas trop élevé. Voilà. Donc, au niveau de la fenêtre ou en termes de résistance mécanique, ce n'est pas un produit, on va dire, le plus sollicitant. Il y a des possibilités de faire des fenêtres avec ce type de traitement, mais il faut aller sur des dossiers techniques d'aptitude à l'usage vraiment spécifiques. Il faut travailler avec la plateforme et là, FCBA peut vous y aider. Un focus également sur une application smartphone là,
dont on a développé, on a mis au point en vérification d'essence africaine et puis également de structure et de résineux. Donc en fait, c'est via une simple application smartphone que vous téléchargez sur votre smartphone, que vous allez découper le bois debout de l'essence dont vous voulez savoir, vous voulez vérifier si c'est par exemple du bossé, vous découpez un petit bout en bois debout, vous prenez la photo avec une loupe qui grossit la coupe et l'algorithme va vous permettre de dire un pourcentage de chance que effectivement c'est bien du bossé ou c'est bien du chêne. Donc on a le lancement commercial là, au printemps et donc on a des packs où avec 9 essences ou avec 4 essences, vous avez un tarif avec un essai gratuit pendant un mois où ça vous permet justement d'identifier dans vos ateliers, lors de vos appros et auprès de vos clients, rassurer vos clients en leur disant je suis en mesure de pouvoir vérifier mes essences de bois à n'importe quel moment, que ce soit sur chantier ou que ce soit dans mon atelier au niveau de mes appros. On va évoquer maintenant la performance des systèmes de finition. Et donc, j'ai toujours l'habitude de commencer par ces photos qui sont parfois un peu choquantes, mais que l'on retrouve encore sur certains chantiers, malheureusement, où on a des maîtres d'ouvrage, des architectes, des maîtres d'œuvre qui pensent bien faire et qui demandent à avoir des fenêtres sans finition. Et donc, il ne faut pas répondre à ce type de chantier parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas de faire de la menuiserie, de faire un produit fin, un produit qui nécessite des assemblages, un produit où on a des tolérances qui sont au plus juste et où on a des fonctions de perméabilité à l'air et d'étanchéité à l'eau. Il faut un produit qui soit stable en service et que cette stabilité soit apportée à la fois par le bois, mais également par la finition. Et donc, il faut vraiment ne pas répondre à ce type de chantier. Il faut éduquer vos architectes, vos clients à vraiment aller sur des produits avec de la finition et notamment avec de la finition complète. Pourquoi? Parce que la finition, elle a vraiment plusieurs fonctions et oui, elle protège des intempéries, de l'eau, des UV, elle protège les bois debout, elle protège, je l'ai dit déjà juste avant, du délavage, de la photodégradation des produits de traitement quand vous mettez du fongicide ou de l'insecticide dans des bois type résineux. Elle participe au maintien de la stabilité et puis après, elle apporte bien sûr la décoration de l'ouvrage, les couleurs et également la protection vis-à-vis du bleu et des moisissures et vis-à-vis de l'abrasion, de la rayure. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de fonctions auxquelles doit répondre la finition. Et donc, quand on parle de finition, on parle vraiment de finition filmogène. Alors, le plus souvent, c'est du 3 couches, 4 couches, avec une première couche d'imprégnation qui rentre dans le bois, une couche intermédiaire ou 2 couches intermédiaires parfois, et puis une couche finale, un top coat. Voilà. Et donc, chacune de ces couches a une fonction bien définie, et c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler une recette de cuisine avec des références pour chacune de ces couches, et c'est au fabricant de finition de vous donner la recette de cuisine la plus appropriée en fonction du support bois et de l'essence de bois. Alors oui, privilégier la finition complète en atelier. Pourquoi? Parce qu'on y maîtrise le support, la qualité de surface du support, l'usinage du bois, bien sûr, et qu'on applique tout de suite après avec des procédés d'application qui sont de plus en plus modernes et performants dans vos ateliers parce que beaucoup d'investissements se font. Et donc, en plus, vous pouvez contrôler et donc vous maîtriser l'application de votre finition. Alors que si c'est le lot peinture qui le fait sur chantier, eh ben, au final, pour le client, vous avez maîtrisé votre fenêtre, mais elle n'était pas finie. Et donc, c'est le peintre après qui va appliquer sa finition en fonction d'un peu plus d'aléas. Et bon, voilà. Donc, ça amène beaucoup plus
d'aléas et de possibilités de non-maîtrise de cette application. Donc, si vous voulez choisir des produits évalués et performants, vous avez aujourd'hui deux moyens simples qui sont aller choisir des produits qui sont sous dossier technique FCBA. Vous avez des listes publiques. Là, je vous ai mis un lien sous le catalogue bois construction. Vous retrouverez cette liste publique, hein. Chacun de ces systèmes a un avis de conformité et donc c'est un gage au moins de qualité en évaluation initiale du produit de finition. Et puis, vous avez également, qu'on a développé tout récemment, c'est de la certification CTB Finition Bois, où en fait, en plus de l'évaluation initiale, on va chez les fabricants de finition et on réalise des audits pour être en surveillance de leur production. Au niveau des teintes, aujourd'hui, il est très important de comprendre que plus vous allez sur des teintes claires, pastel, moins elles vont être sollicitées en termes de température de surface, notamment en été quand elles sont en pleine exposition. Et donc, il y a moins de sollicitations sur le film de finition. Plus vous allez aller sur des teintes foncées, plus vous allez solliciter, monter en température le film de finition. Ok, donc il faut effectivement prendre garde et être attentif à vos demandes, à ce que l'on vous demande au niveau des teintes foncées, notamment quand vous utilisez des résineux avec de la résine. Voilà. Soyez prudent à ce niveau-là et je déconseille d'utiliser du résineux en teinte foncée dans une exposition en plein soleil. Voilà. Quelques résultats d'études qu'on a développés grâce au soutien du Codifab vis-à-vis des finitions, c'est la barrière vis-à-vis de l'émission des COV, des composés organiques volatiles, dans les ambiances intérieures, hein. Aujourd'hui, on est essentiellement en finition acrylique à base aqueuse. On s'est rendu compte que ces finitions apportent amène une réduction de l'ordre de 80% des COV naturels émis par le bois dans les ambiances intérieures. Donc, on est vraiment en classe A+ aujourd'hui grâce à ces finitions à base aqueuse. On a également réalisé une étude récente là, sur les bloqueurs de tanin, où on s'est aperçu que aujourd'hui sur le marché, il y avait encore beaucoup de produits commercialisés qui revendiquaient des notions anti-tanin et que ce n'était pas si efficace que ça et performant que ça. Donc aujourd'hui, si vous avez un essai simple à faire quand vous utilisez des systèmes de finition et pour vérifier que le tanin marche bien, c'est de faire des tests d'immersion 72 heures de vos bois complètement revêtus. Un petit point au niveau du bleuissement également de l'apparition de bleu sur certaines surfaces finies. On se rend compte aujourd'hui qu'en fait, avant l'apparition du craquelage, avant l'apparition de dégradation du film de finition, on peut avoir des micro-fissurations et voir des perforations du film de finition qui sont apportées par les champignons de bleuissement qui se développent en surface du film. Et pour cela, donc, il faut vraiment prescrire des soins réguliers. Vos clients, comme ils font les soins sur n'importe quel type de fenêtre, alu ou PVC, pour éviter le développement de moisissures, il faut, qui plus est, faire des soins également pour les fenêtres bois, pour allonger la durée entre deux entretiens. Sinon, ça peut vraiment accélérer la perforation du film de finition. On a des outils qu'on développe de plus en plus pour essayer
de caractériser les performances des finitions au lieu d'aller sur des vieillissements longs qui nécessitent 1 an, 2 ans, 3 ans de vieillissement ou des vieillissements accélérés, même en laboratoire, mais qui nécessitent des semaines de vieillissement. On est en train de travailler sur d'autres caractéristiques et les corréler avec la performance des finitions. Et notamment, donc, il y a le pendule de Persose. C'est un pendule où vous allez définir la dureté du film. Plus le film est dur, plus en fait il ne va pas pouvoir s'accommoder aux variations dimensionnelles du bois. Donc en fait, il faut avoir des films qui soient suffisamment élastiques pour accompagner les variations dimensionnelles du bois. Et donc, on est en train de faire des corrélations entre ces duretés et les performances des finitions sur du long terme. Il y a aussi des tests de traction du film où, en déterminant le module Young du film de finition, on va également déterminer son caractère ductile ou rigide du film. Et donc, pareil, on va savoir s'il va réussir à plus ou moins accompagner les variations dimensionnelles du bois. Donc ça, ce sont des essais, entre guillemets, qui sont importants aux fabricants de finition et que les fabricants de finition peuvent commencer à s'approprier pour améliorer le développement de leur film de finition sans aller sur des vieillissements naturels trop longs. Un autre paramètre qui permet de déterminer la performance du film de finition et d'alerter avant la dégradation du film et de déterminer s'il faut rénover le film de finition, c'est la variation de brillant. Donc, via un petit appareil que l'on dispose sur le bois, on va déterminer le brillant et donc on peut déterminer la variation de brillant entre l'état initial quand la peinture est sortie de chez vous et le brillant à l'instant T au bout de 2 ans en exposition à Toulon. Et donc, cette variation de brillant va permettre de détecter des microfissurations qui ne sont pas forcément détectables à l'œil nu. Et on est en train, pareil, de corréler ces niveaux de variation de brillant et de dire à partir de tel niveau de variation de brillant, attention, il est important de faire la rénovation, de commencer la rénovation de votre film de finition. Alors oui, effectivement, une fenêtre ne va pas vieillir de la même façon qu'elle soit exposée à Toulon, ou qu'elle soit exposée à Paris, ou qu'elle soit exposée à Brest. Et puis, la traverse haute ne va pas vieillir de la même façon que la traverse basse. Donc, on est en train de faire une étude. Là, ça y est, on est en train de terminer les 3 à 4 ans de vieillissement naturel. Et en 2023, on aura les résultats plus précis qu'on pourra vous présenter sur cette étude et les résultats. En tout cas, ce que l'on sait déjà via des études qu'on a réalisées il y a quelques années, c'est que au niveau des arêtes vives, il faut les bannir parce que sur les arêtes vives, la finition, vous n'avez pas de finition, vous n'avez pas d'épaisseur de film. Par contre, si vous arrondissez ou si vous mettez un chanfrein, là, vous allez pouvoir avoir le film de finition qui recouvre bien l'arête. Et donc, ça va éviter d'avoir une rupture de film de finition anticipée. Donc, la conception et les profils en parement extérieur sont importants. Alors aujourd'hui, on a dans la norme, en fonction du niveau du système de finition, hein, je parlais de dossiers techniques LCBA avec des niveaux 4, 5, 6. Aujourd'hui, on a des systèmes de finition qui ont des niveaux 6
identifiés. Ça veut dire qu'ils ont subi des vieillissements de au moins 3 ans sur des sites. Ça peut être celui de Bordeaux ou d'autres. Et donc, ça permet des correspondances en termes d'appréciation de la tenue du système de finition dans la vraie vie, dans des zones de façade exposées, dans des zones de façade moins exposées aux intempéries. Et donc, au moins un niveau 6, on est déjà sur des 10 ans dans des zones de façade non exposées. Donc, on est vraiment sur des produits qualitatifs. Voilà. Je voulais vous faire un petit topo sur où est-ce que vous pouvez avoir des infos publiques. Hein. Il y a différents sites. Il y a le site Les Fenêtres Bois, il y a le pôle Fenêtres, il y a le site du catalogue Construction Bois également, où vous allez pouvoir retrouver des fiches produits. Vous allez pouvoir retrouver la liste des systèmes de finition performants. Et puis, tous les résultats là, que j'évoque, vous avez vraiment une mine d'informations publiques sur le site du Codifab. Je vous invite à y aller. Ils ont rénové le site. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous êtes en plus actualisé sur les dernières études qui sortent. Enfin, je voulais vous évoquer le Connect Expert, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'informations suffisantes au niveau de ces sites publics et que vous avez besoin d'un accompagnement, d'une assistance spécifique de FCBA, on a développé depuis quelques mois la possibilité de vous faire une assistance rapide téléphonique ou en visio, vous avez des questions précises, on a besoin de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, on a besoin de préparer un peu nos réponses et très rapidement, on peut vous proposer donc des réponses à vos questions. Alors, il faut savoir qu'en plus, ces dispositifs, hein, ce type de prestations sont éligibles au crédit d'impôt recherche, sont éligibles au crédit d'impôt innovation, et puis actuellement, jusqu'à fin juin, oui, c'est jusqu'à fin juin, la région Bourgogne-Franche-Comté fait une offre spéciale où en fait, sur un Connect Expert, elle prend en charge 50% 50% des frais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins là-dessus.